La mairie des 1er et 7e arrondissements est aujourd'hui heureuse de vous accueillir puisqu'il s'agit de la mairie du centre-ville, de la grande ville, là pour le coup, de Marseille. Une mairie qui, avec toute l'équipe, nous nous sommes engagés dès notre arrivée sur cette problématique du renouveau des centres-villes avec la municipalité, mais avec également l'ensemble des collectivités et des institutions qui portent aussi la même ambition. Alors le centre-ville de Marseille, pour le présenter à ceux qui ne sont pas marseillais, si tant est qu'il y en a, mais enfin, grosso modo, les enjeux de notre centre-ville font que nous nous sommes appuyés dans la vision que nous portons à la fois sur les forces de ce centre-ville, les forces intrinsèques, c'est son histoire, c'est son patrimoine, c'est effectivement les forces vives que l'on retrouve partout, c'est-à-dire la vitalité commerciale, la dynamique économique, mais nous nous appuyons également sur les grandes tendances qui font la ville de demain. Et parmi ces tendances, il y a bien évidemment une nouvelle manière de voir la ville, de lire la ville, de vivre dans les villes avec l'accueil de start-up, avec l'accueil de nouvelles filières économiques, sans oublier bien évidemment les racines, l'artisanat, et que tout ça soit dans une alchimie qui compose les enjeux de demain. Mais évidemment, il ne m'appartient pas aujourd'hui de développer ce sujet que vous allez travailler tous ensemble aujourd'hui. Et donc je vais passer la parole à Laure-Agnès Karadec qui, elle, va poser les bases du débat qui nous réunit ce matin. Bienvenue à la mairie des 1er et 7e arrondissements. Écoutez, bonjour à tous, ravie d'être présente aux côtés de nombreuses personnalités aujourd'hui. Je salue mes collègues élus, ils sont nombreux parce que je pense que c'est un travail partenarial que d'avoir des enjeux, alors là sur le centre-ville, mais on se bat pour d'autres enjeux et le travail partenarial est efficace parce que être isolé ne sert à rien. Donc aujourd'hui je salue mes collègues élus, Michel Dary, Solange Biaggi et alors Arlette Fructus qui interviendra, Gérard Chenoz, Gérard Gazet qui interviendra aussi, et Loïc Gachon qui arrive, donc le maire de Vitrolles, je précise, et évidemment Sabine Bernasconi qui nous accueille ici dans cette belle mairie. Elle a beaucoup de chance et va faire des jaloux, une vraie passionnariat du centre-ville, vous l'avez bien compris, avec une vraie ambition à la fois pour la revitalisation de la Canebière, mais aussi plus globalement tout le centre-ville. Donc je remercie Richard Curnier qui est ici présent, directeur régional de la Caisse des dépôts, une vieille institution qui a plus de 100 ans, qui est là pour accompagner les projets publics, puisque l'objectif est de les financer dans le cadre d'un intérêt général, et c'est un partenaire essentiel dans cette politique de revitalisation et de développement économique. Claude Bertolino, directrice de l'établissement public foncier. Là aussi, le foncier est la base des politiques d'aménagement et donc permet aux collectivités d'acquérir et de porter sur du long terme du foncier. Donc notamment sur Euromed 2, c'est 30 millions d'euros d'engagés, je le dis parce que c'est pas négligeable. Monique Cassard, la présidente de la Chambre de l'artisanat régionale, voilà, territoriale, bon, avec qui on a un partenariat fort et notamment, je tiens à le préciser, un regard sur l'artisanat qui vient d'être produit avec l'agence d'urbanisme et qui sera officiellement présenté dans 15 jours et qui est un travail remarquable sur l'importance justement de ces métiers-là dans le tissu local. Donc, et après qui j'oublie. Voilà, ça c'est quand on se lance là-dedans, c'est toujours un peu compliqué. Bon voilà, essentiellement, je pense que j'aurais cité les principaux. Aujourd'hui, la dynamique des centres-villes est évidemment une problématique au cœur de chaque ville moyenne et grande ville. Alors c'est vrai que les dispositions du gouvernement échappent aux métropoles et aux villes qui sont dans la métropole. C'est assez malheureux, mais ça ne nous empêche pas de débattre sur ce sujet-là. Je disais que, évidemment, il faut avoir une stratégie globale. Les centres-villes sont souvent regardés au regard
à l'aune de la dynamique commerciale, mais les centres-villes ne sont pas que constitués d'une dynamique commerciale. C'est une question d'habitat, de pôle économique, de bureaux. Il faut maintenir à la fois l'activité de bureau, puisque les salariés vivent le centre-ville en venant consommer à midi, le soir, de l'habitat, évidemment, avec des politiques fortes d'incitation à l'habitat, de la requalification de l'espace public, de l'animation, de l'événementiel, du transport, évidemment, puisque les nouvelles générations, souvent, sont très urbaines, et les nouvelles activités, que ce soit start-up, coworking, sont en milieu urbain, avec une population jeune qui fonctionne pas forcément comme nous, qui n'ont pas de voiture, voilà, qui se déplacent en vélo, qui se déplacent en transport en commun. Donc ce sont toutes ces problématiques qui doivent être prises en compte. On a sur Marseille un grand programme de rénovation de l'espace public à hauteur de 50 millions d'euros. Ça a commencé tout récemment par la rue Paradis, ça continuera par le cours Léoto, tout ça après la requalification bien sûr du Vieux-Port, mais c'est une ambition forte de faire un centre-ville apaisé, moderne, et dans lequel il est agréable de se promener. Je disais ensuite que c'est l'occasion de parler des centres-villes parce qu'aujourd'hui tous les maires et toutes les équipes municipales s'interrogent. On a une action forte du gouvernement, mais qui nous ne concerne pas, à l'échelle des 92 communes de la métropole, malheureusement. Mais c'est un vrai sujet, confronté à la fois au e-commerce et aux centres commerciaux de périphérie. Donc comment à la fois l'activité commerciale, artisanale peut se réinventer. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons à l'agence en lien avec évidemment la chambre régionale territoriale de l'artisanat et aussi la chambre de commerce. Et enfin, poser un vrai diagnostic. C'est pour ça que la gamme a vraiment une collaboration sur cette thématique-là. Et donc, c'est Jean Picon qui vous fera une présentation à la fois du diagnostic, mais aussi de la radioscopie en lien notamment sur la région, au travers d'une convention région AGAM, donc au niveau de la région, c'est Arlette Fructus qui porte ce dossier-là. Et je crois qu'il faut avoir les différentes échelles, c'est-à-dire que les problématiques de la deuxième ville de France peuvent paraître similaires à Vitrolles ou Tarascon sur certains points, mais ont aussi une différence avec cette forte centralité qu'il faut prendre en compte. En tout cas, merci. Nous aurons 2 tables rondes animées par Jean-François Hérault de Gommette, donc merci à lui. Et voilà, et après vous vous poserez vos questions, mais on est tous là pour apporter notre contribution. Merci beaucoup. On vous retrouve dans la deuxième table ronde justement pour parler de la politique de la métropole sur les centres-villes. Un mot de Richard Curnier, directeur régional de la Caisse, et puis on va attaquer la présentation de l'étude de la gamme. Oui, bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je voudrais remercier Madame la maire de secteur pour son accueil dans cette belle salle. Vous dire également que nous en sommes au 3e forum que nous co-organisons avec Gommette. On avait co-organisé un forum sur la mobilité, un forum sur le développement économique et maintenant un forum sur le centre-ville. Vous avez vu que l'actualité est riche et dense sur cette matière. Je voudrais juste rectifier, on n'a pas 100 ans mais 200 ans. 200 ans. J'ai bien noté vieille institution. Vieille institution. Alors, justement, je vous lance peut-être un scoop, c'est que on va un peu dépoussiérer cette caisse des dépôts, on va s'appeler Banque des territoires, qu'on va lancer fin mai. Banque des territoires, ça sonne bien, c'est proche effectivement des collectivités, proche des scènes, des bailleurs sociaux. Donc on voudrait retravailler sur notre image et notamment être beaucoup plus impliqué dans les sujets de développement économique et notamment de centre-ville. Alors, centre-ville, c'est important, c'est un des sujets dont on évoquera tout à l'heure, mais on a été à l'initiative, nous, d'un appel à manifestation d'intérêt que je parlerai tout à l'heure, c'est sur les villes de demain. Mais moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, sur ces sujets, c'est que les centres-villes, on a des taux de chômage qui est beaucoup plus important sur les villes moyennes, on a le taux de vacances qui est quasiment le double de ce qu'on peut enregistrer dans les villes, on est à quasiment plus de 10%.
Le taux de vacances commerciales, on passe quasiment de 5% en 2000 à 11%, donc des taux de vacances très importants. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est la qualité de vie dans ces villes moyennes qui est en train de se dégrader, puisqu'aujourd'hui, on a une baisse d'offres de soins, baisse de culture, des équipements publics qui se font en périphérie des villes. Et donc, paradoxalement, on peut imaginer qu'on a justement une qualité de vie qui soit un peu supérieure aux grandes villes. Ben non, ça se dégrade. Donc, bref, il faut réinventer la ville de demain, réinventer des territoires de demain. Et c'est un peu l'objet de ce forum qu'on va essayer de faire avec vous, d'apporter un peu notre contribution à ce chantier qui est quand même important. Voilà, merci. Merci Richard. À tout à l'heure. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Jean Picon, qui a coordonné l'étude des agences urbaines de la région, à la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour une sorte de diagnostic de ces centres-villes de villes moyennes. Voilà, vous avez la parole. Oui, donc les éléments que je vais vous présenter résultent bien d'une étude partenariale dans le cadre de la Convention région agence d'urbanisme de la région Provence-Côte d'Azur. Donc je propose un panorama rapide mais complet, donc autour à la fois de la région et de la métropole pour ce qui concerne la problématique des centres anciens des villes moyennes. On va commencer par les centres des villes moyennes hors métropole, et notamment par une présentation des 13 villes qui sont bénéficiaires, donc ça date de quelques jours du plan Action au cœur de ville. Alors, ces villes-là, elles constituent des charnières au sein du maillage territorial régional, donc elles ont des fonctions d'animation très importantes des bassins de vie, c'est à ce titre-là qu'elles ont été retenues. Alors, on va commencer par les Alpes. Donc, les deux premières villes retenues, Briançon et Gap. Pour chaque ville, dans l'étude qu'on a réalisée dans le passé, on a travaillé sur 100 centres de la région PACA, 100 centres de communes, et on a élaboré une sorte d'échelle de Richter de la fragilité, et donc allant du très faible jusqu'au très élevé. Et vous voyez que pour Gap et Briançon, les niveaux de fragilité ont été considérés comme moyens. Alors comment? Alors tout à l'heure c'était évoqué, les premiers paramètres, vous voyez ces petits diagrammes, vous avez en haut le taux de vacances. À l'intérieur du petit bâtonnet figure, pour les logements vacants, la moyenne des ensembles des centres-villes, c'est-à-dire 15%. En gros, il y a 15% de logements vacants dans les 100 centres-villes que nous avons étudiés. Et nous avons regardé le taux de vacances hors des centres-villes dans les mêmes communes, 6%. Donc on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Vous voyez, il y a déjà un différentiel de 9% sur la vacance entre les centres et le reste de la commune. Et nous avons fait la même chose pour le taux de pauvreté, donc la part des ménages qui sont en dessous du taux de pauvreté. Et là, pareil, vous voyez qu'il y a un différentiel, non pas de 9 points, mais 12 points. Donc il y a bien un double phénomène général sur l'ensemble de PACA, mais au niveau national également, de paupérisation en même temps des logements et de la population. Et le petit triangle qui est au-dessus du bâtonnet positionne la commune. Alors vous voyez, quand on disait niveau de fragilisation moyen pour Gap, c'est pratiquement à 1 ou 2 points près le taux de vacances moyen, et pareil pour la population paupérisée. Le diagramme en dessous, c'est le radar, donc sur la fonction commerciale. Alors en gros, il y a plusieurs fonctions, vous voyez, je vous laisse découvrir. Sa lecture est simple. Lorsqu'on est dans le vert, ça va plutôt bien, dans le jaune, c'est moyen, et quand on est dans le rouge, ça va plutôt mal. Pour ce qui concerne Gap, c'est ce qu'il y avait eu au niveau de fragilité moyen. La plupart, la marque commerciale tient bien la route, si je puis dire, dans le centre, à l'exception des commerces dits rayonnants, donc tout ce qui concerne les magasins de vêtements, de chaussures qui provoquent l'afflux de population hors de la commune. Alors, on reviendra tout à l'heure sur des causes possibles. Deuxième type de commune, là on passe à Manos qui est digne, toujours avec des fonctions de centralité très importantes dans le cadre dans le bassin de vie. Vous voyez que là on est monté d'un cran au niveau de la fragilité, toutes les deux donc considérées comme élevées, et vous allez voir que le diagramme est assez explicite, notamment pour la vacance. Vous remarquez donc l'écart importantissime pour Manosque, qui, pour la partie hors centre, vous voyez, le niveau de vacances, il est même inférieur à la moyenne régionale. Par contre, pour le centre, il y a un gros problème de vacances, vous voyez, il y a pratiquement 25 points d'écart. Voilà. Donc il y a bien un problème, entre guillemets, je le dis, d'abandon au niveau du centre-ville de Manosque à ce niveau-là. On retrouve la même chose au niveau de la paupérisation de la population. Et vous voyez que le commerce, là, se porte, il est à la limite, il commence à avoir des signes de fragilisation importants.
L'espace azuréen, alors les communes de la Côte d'Azur se portent plutôt bien parce qu'elles sont boostées par la fonction touristique. L'étude Procos montrait que le taux de vacances commerciales il est inférieur dans les villes où il y a, entre guillemets, le bonus touristique. Il y a une exception notable, c'est Grasse, effectivement, où il y a un phénomène important de paupérisation du centre-ville, que la commune a déjà pris en compte. Alors, vous voyez là, le diagramme est plus explicite, on est carrément sur les extrêmes. Vous voyez, c'est pratiquement les plus forts taux de vacances et de paupérisation, et le commerce est dans le rouge également. Donc, tous les indicateurs sont au rouge pour Grasse, qui fait un peu exception sur la Côte d'Azur. On passe aux deux communes du centre-Var, Brignoles et Draguignan, qui ont été des championnes de croissance pendant 30 ans. Ces communes qui, donc, de type périurbain, qui se sont développées un petit peu en report de la façade littorale, donc qui ont produit des taux de croissance énormes. Et du coup, effectivement, les centres-villes n'ont pas subi, et surtout elles ont subi une concurrence non seulement de la grande distribution commerciale, mais aussi d'une partie de la population s'est installée en périphérie, ce qui a mis en difficulté les deux centres-villes. Vous voyez qu'ils sont quand même, à chaque fois, j'ai oublié de dire, on mentionne la surface et la population, ce sont quand même des centres-villes assez grands, d'une vingtaine d'hectares, qui comptent 5000 habitants. Donc des enjeux importants pour ces deux villes moyennes qui se sont rapidement développées ces derniers temps. On passe vraiment au cœur du problème avec ah, il y a quelque chose qui sonne là. Bon. Non, il y a une petite sonnerie. Donc le Vaucluse, vous voyez, forte concentration des centres en difficulté. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Vaucluse, il se caractérise ce département par une densité très importante de surface commerciale périphérique. Et 4 communes retenues, Avignon, Carpentras, Tarascon et Cavaillon, qui figurent en bleu. Et quand on voit notamment le cas d'Avignon, pris en tenaille au nord par la zone commerciale du Pontet et au sud par sa propre zone commerciale de Cap-Sud, on imagine un petit peu aujourd'hui que la situation du centre Avignon connaît des difficultés, notamment en matière commerciale. Alors, il y a dû avoir des choix par le gouvernement, par l'État, pour déterminer 222 villes et de l'équité territoriale, mais sont restés quand même sur la touche 3 communes qui figurent en rouge, la Bolène, Orange et Valréas, qui sont aussi très touchées par ces problèmes. Il y a Tarascon, qui figure aussi, qui pourtant a un potentiel touristique, mais qui n'est pas, disons, valorisé, en tout cas qui ne permet pas au centre-ville d'avoir un bon positionnement. Je termine avec Arles. Arles, qui a été la dernière ville choisie, qui a un niveau de fragilité qu'on avait considéré comme faible, parce que, alors, s'il y a une ville touristique qui marche bien dans la région PACA, notamment dans ce secteur, c'est bien Arles. Et le choix est quand même judicieux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous ai dit qu'on s'était appuyé sur l'étude centre ancien qu'on a fait en 3 ans pratiquement avec la région et les autres agences, mais on est en train de terminer un baromètre des territoires qui va nous permettre de remonter, de passer du cœur des centres-villes au diagnostic et de la ville-centre et de l'intercom. Alors, vous voyez là, donc, le niveau jugé moyen pour le centre-ville d'Arles, mais lorsqu'on passe sur le crâne de droite, comme on dit, on est parti du cœur, on a fait un travail un peu de médecin, l'organe vital c'est le cœur, puis on est passé aux organes vitaux, c'est-à-dire les 8 fonctions de centralité de la commune-centre, donc le tourisme, la recherche, l'éducation. On voit, vous voyez, sur le petit diagramme de droite, et là, le référentiel n'est pas régional, mais sur le Grand Sud, sur l'ensemble du Grand Sud, en gros tout ce qui est en dessous de la Loire, et on voit que le niveau de centralité d'Arles n'est pas très bon, et pêche notamment sur certains points, et qu'il est surtout soutenu pour le tourisme. On continue notre travail de généraliste, et on passe aux organes vitaux, au métabolisme général. Là, on est passé de la commune-centre à l'intercommunalité, en l'occurrence la communauté d'agglomération d'Arles. Et là, vous voyez le référentiel de 20 villes considérées comme grandes dans le Grand Sud, et avec une classification. Vous avez un abscisse, on leur donnait le niveau de vitalité, donc de l'ensemble des vitres traitées des intercommunalités dans le Grand Sud. Et à droite, le niveau de fragilité, quand on est dans le rectangle en bas à droite, dans le rouge, c'est qu'en général, on a un niveau de fragilité au niveau de l'intercommunalité et de la vitalité. À chaque fois, il y a eu 10 indicateurs pour chaque thème qui positionnent la ville. Et vous voyez que Arles ne se situe pas très bien, puisqu'elle est en compagnie de 3 villes de l'Occitanie qui connaissent aussi de gros problèmes. 3 intercommunalités, qui sont Narbonne, Perpignan et Béziers. Donc vous voyez, la région, avec le travail grâce à la Convention, je laisserai Madame Fructus en dire plus, possède aujourd'hui un diagnostic du même type sur tous les villes-centres pratiquement qui ont été évoquées.
Pardon, je pense maintenant au volet métropole, donc les 10 centres des villes moyennes. La problématique est différente. Je disais rôle charnière pour les bassins de vie, pour les villes hors métropole, et un rôle un petit peu différent pour les villes moyennes de la métropole, qui vont, elles, participer à la structuration de l'armature urbaine de la métropole. Et vous voyez, il y en a 10, mais elles sont dans des configurations très différentes que je vais vous présenter. Alors, quand on regarde la répartition des niveaux de fragilité de l'ensemble des centres traités au niveau de la région et les 10 qui concernent ex-parcelles métropole, on se rend compte qu'on est en situation médiane. Vous voyez, en bleu, c'est la répartition pour l'ensemble de la région, en orange pour la métropole. On est plutôt resserré sur des niveaux de fragilisation moyens que très élevés ou très faibles, très élevés qu'on retrouve dans le Vaucluse ou très faibles qu'on retrouve dans la Côte d'Azur. Alors, on commence, alors là, il faut distinguer effectivement les types de communes. Il y a 10 communes centres, mais elles ne sont pas le même historique. Et les 3 premières que je présente, c'est l'ancienne ville nouvelle, donc Istres, Miramas et Vitrolles, qui ont eu des parcours différents. Hein. Je vois qu'il y a le maire de Vitrolles, effectivement, Vitrolles a pratiquement multiplié par 10 sa population en 50 ans. Donc vous imaginez tout de suite que le centre a été débordé, puisque c'était un centre au début de 5 000 habitants. Aujourd'hui, la commune en compte presque 40 000. Et bien sûr, dans un contexte d'urbanisation très fort, avec développement des zones commerciales, c'est une problématique spécifique aux villes nouvelles. Deuxième type de villes, ce sont les villes-centres des ex-intercommunalités, aujourd'hui conseils de territoire, donc Martigues, Aubagne et Salon, qui ont des fonctions plus d'animation de bassin de vie, de micro-bassin de vie, le pays salonnais, le pays d'Aubagne, la partie donc, qui est dans la mouvance de Martigues. Vous voyez que ce sont des centres quand même assez importants, qui pèsent à peu près 5 000 habitants, et notamment, puisque le maire d'Aubagne est aussi dans la salle, effectivement, ces villes-là, parfois subissent la double concurrence de la grande distribution périphérique, mais une seconde concurrence provoquée par les grands centres urbains constitués par Aix-en-Provence et Marseille. Autre type de ville, Pertuis et Gardanne, qui ont des particularités, notamment, sans rentrer dans l'histoire de la construction de l'intercommunalité sur ce territoire, mais Pertuis est l'ancienne, elle est toujours ville-centre du sud du Béran, qui rayonne sur une vingtaine de communes, même si elle fait partie d'une autre intercommunauté, mais elle a ce rôle d'animation du bassin de vie, et elle est en territoire, effectivement, en situation charnière entre le sud du Béran et le nord du pays d'Aix. Gardanne, pareil, une histoire un peu particulière. Il y avait historiquement un bassin minier, il a toujours joué des fonctions de centralité importantes, donc sur une dizaine de communes qui étaient dans la mouvance donc, du bassin minier. J'ai pratiquement fini avec les deux dernières communes, qui sont les communes Marignane et La Ciotat. Là, vous voyez, niveau quand même de fragilisation élevé. Alors, ce sont 2 communes qui sont dans l'ancien communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole, qui était organisée à l'époque en bassin. Marignane était un petit peu le pôle ouest, et La Ciotat, le pôle est, donc en binôme avec aujourd'hui l'Aubagne. Alors, au niveau élevé pour des raisons différentes, Marignane, c'est plutôt la paupérisation de la population et de la vacance, le centre qui pâtit de ça, et La Ciotat, on est plutôt sur les problématiques commerciales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ce sera intéressant de confronter tout à l'heure l'avis des maires, notamment, qui sont présents sur le diagnostic. Donc on va passer à la première table ronde pour évoquer la problématique des centres-villes hors métropole, des villes moyennes. Donc j'appelle Arlette Fructus, qui représente la région. Elle est présidente de la commission foncier, urbanisme et logement à la région PACA. J'appelle Éric Le Grigeois, vous allez pouvoir passer par derrière sinon. Éric Le Grigeois, qui est le directeur régional adjoint de la DREAL, la direction régionale de l'environnement. Oui, comme vous voulez, maintenant c'est bon. Éric Le Grigeois à côté. Et j'appelle ensuite Richard Curnier, le directeur régional de la Caisse des dépôts, et puis Claude Bertolino, la directrice de l'établissement public financier PACA. Foncier, pardon. Établissement foncier PACA. C'est à peu près la même chose. Alors, bienvenue à tous. Je vais donner la parole à Arlette Fructus d'abord pour dire un mot d'abord pourquoi la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
s'implique sur ces sujets et notamment sur cette étude, puisque c'est une étude inédite en France, je crois. Donc voilà, Arlette, c'est à vous. Ça marche là, oui. Oui. Merci, donc bonjour à tous. Alors très heureuse de cette initiative. Je remercie Laure-Agnès Karadec qui a abordé aujourd'hui, enfin on est dans l'actualité absolue, hein, on ne pouvait pas imaginer mieux, et d'associer évidemment la région puisque naturellement on met en valeur un partenariat qui a été construit par la région avec les agences d'urbanisme de la région. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de travailler sur des expertises et de faire travailler les outils dont nous disposons sur nos territoires, que sont les agences d'urbanisme, pour nous accompagner dans la prise de décision publique. Ce partenariat, il commence à être vraiment solide, hein, ça fait 4 ans qu'on travaille sur des sujets importants. Il ne demande qu'à se fortifier et il est aujourd'hui construit autour de plusieurs problématiques qui sont des problématiques dont la région doit s'emparer dans le cadre de l'exercice qu'elle fait en ce moment, qui est l'élaboration du fameux SRADET, qui est un document qui va impacter les orientations d'aménagement et de développement durable et d'égalité territoriale sur l'ensemble des 6 départements que compte la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un document qui a une particularité supplémentaire puisque c'est un document qui va être prescriptif. Donc on n'est plus dans des avis, des suggestions, mais on va effectivement donner des orientations. Et évidemment, comme nous sommes toujours dans les constats partagés, ces prescriptions seront le fruit aussi du travail que l'on aura mis en œuvre les uns et les autres dans nos territoires à partir de diagnostics aussi importants que celui qui vient de vous être exposé de façon très synthétique là, à l'instant, et qui concerne une préoccupation majeure dans le travail qu'on a à bâtir, c'est la situation des centres-villes. C'est une question absolument récurrente. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on change de logiciel, hein, c'est le terme à la mode, qu'on change de paradigme, etc., qu'on repense la lecture de nos centres-villes. Ce genre de diagnostic nous met en évidence des problématiques qu'on sent, et que les maires qui ont été cités là et que je salue, dont ils ont bien conscience au quotidien, c'est qu'il y a un sujet majeur pour eux de préoccupation, c'est comment redonner vie à leur centre-ville. Et la plupart des centres-villes de cette région, que ce soit dans les petites villes, dans les villes moyennes ou dans les grandes villes, ont les mêmes problématiques, une paupérisation, un habitat qui se dégrade, c'est un sujet sur lequel je pourrais développer largement, une dévitalisation commerciale, et tout ça est le fruit en réalité d'une approche qui a été menée pendant des années et qui consistait à élargir le champ de la ville dans la périphérie. Et finalement, cette approche globale de la ville ne nous a pas permis, ne nous a pas suffisamment alertés sur ce qui se passait dans nos cœurs de ville. Ce qui se passe dans nos cœurs de ville, on le voit durement aujourd'hui. On est tous là à s'interroger sur quels sont les outils qu'on doit mettre en œuvre pour redynamiser, alors que ce soit le travail qui est fait avec les artisans, les commerçants, et Solange Viaggi certainement parlera pour ce qui concerne notre ville. C'est un sujet de préoccupation majeur, la reconquête de nos centres-villes et des centralités. Finalement, ça a été une des orientations prioritaires que nous avons décidé d'arrêter dans le cadre de l'élaboration du SRADET. Et c'est bien parce que nous avons réalisé ce partenariat et que nous avons ce diagnostic que nous avons pu arrêter cette orientation.
le travail de partenariat que nous menons avec les agences, moi j'y tiens particulièrement. Le président de la région y tient et y voit tout l'intérêt dans le travail important que nous avons à mener aujourd'hui. Et par exemple, il nous permet aussi d'avoir une vision sur les quartiers d'intérêt régionaux, une vision sur les quartiers-gares, bref, sur les pôles de commercialité. Ce sont vraiment des sujets qu'on doit traiter en transversalité, sur lesquels on doit avoir des diagnostics très précis pour adapter une politique publique performante à l'horizon 2050 où nous propulse le SRADET finalement. Donc c'est pas rien, c'est une responsabilité collective que nous avons, et la région entend bien y prendre toute sa place. Donc c'est vrai que là on me demande d'intervenir avec ma casquette de conseillère régionale, présidente de la commission Habitat Foncier Urbanisme. Je suis juste un peu frustrée puisque l'autre table ronde m'intéresse évidemment aussi beaucoup, et ça me permet de rebondir sur le fait que ce document dont nous disposons et qui a été fait d'ailleurs en partenariat avec l'État, je souligne la qualité de ce partenariat, je suppose que M. Grévois sera aussi content que moi de s'en prévaloir, parce que ce travail il a permis finalement d'aller beaucoup plus vite dans la détection des 13 communes qui bénéficient du programme à tout, comment ça s'appelle, Cœur Centre-Ville, parce que on avait les éléments et finalement on a pu les produire, et je pense que ça a été un facilitateur de décision, et on ne se trompe pas trop non plus dans les 13 villes qui ont été proposées. C'est le diagnostic qu'on vous a rapidement soumis. Donc quand je disais que j'étais un peu frustrée, Monsieur Grévois, c'est que je considère que le choix qui a été fait par l'État, il pénalise les métropoles, il pénalise les villes moyennes des métropoles. Alors on nous dit que finalement les métropoles elles disposent d'outils suffisants pour pouvoir régler le problème des villes moyennes. Généralement on ne prête qu'aux riches. Or, vous savez bien que la métropole n'est pas très riche, et que franchement ce type de dispositif aurait été extrêmement important, au moins pour une dizaine de communes de notre métropole. Je ne désespère pas que le gouvernement se réoriente vers cette possibilité, d'autant que c'est une demande qui est portée également, j'ai vu ça hier, par le président de la métropole Grand Paris, qui a les mêmes sujets que moi. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire, en disant que vraiment la région est aux côtés des collectivités, et que bâtir ce SRADET, c'est un enjeu colossal, et on se rend bien compte que on a besoin du retour des collectivités, on est en accompagnement du retour des collectivités, mais aussi on souhaite être moteur notamment sur les compétences essentielles de la région, sur les sujets par exemple de développement durable, de transition énergétique, et ça nous permettra, un tel outil, de traduire la volonté de la région à travers les contrats régionaux d'équilibre territorial que nous avons contractualisés avec les intercos de la région, et qui vont être révisés. Donc à l'occasion de ces révisions ou de ces reconductions, on pourra intégrer tous les éléments qui ont été mis en évidence dans le cadre de ce document. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur la démarche régionale concernant les centres-villes. Merci. Alors, un mot sur le SRADET, donc c'est schéma régional d'aménagement du territoire. De développement durable et d'équité territoriale. Développement durable et équité. Dont les premières orientations vont être présentées en assemblée plénière, à la prochaine assemblée plénière, et qui a fait l'objet d'une grande concertation, des débats publics sur l'ensemble de la région, sur l'ensemble des territoires. Pour un vote après finale en fin d'année, ou le calendrier n'est pas fixé? Non, quand c'est qu'on a prévu de voter, j'ai un correspondant région. D'ici la fin de l'année. Arrêtez. D'accord, arrêtez d'ici la fin de l'année. Merci. Là, c'est les premières orientations à la prochaine plénière. D'accord, merci beaucoup. Alors Éric Le Grigeois, vous représentez un peu l'État ici, la nouvelle politique sur cette opération Action Cœur de Ville.
Vous avez été un peu interpellé, on reviendra après sur les métropoles, mais d'abord sur ce plan, comment s'organise-t-il et quel est son contenu véritablement? Oui, merci. Bonjour toutes et tous, mesdames et messieurs les élus et chers collègues. En fait, peut-être revenir à la genèse, rappeler d'abord que le ministère qui est en charge de cette démarche, c'est le ministère de la cohésion des territoires, c'est important de le dire, et le chef d'orchestre de tout ça, c'est le commissariat général à l'égalité des territoires. Et je pense que dans avoir ces chefs de file-là, on voit aussi dans quel esprit ça a été fait. Alors effectivement, il y a eu débat sur pourquoi les métropoles ont-elles été exclues. Elles n'ont pas été exclues en niant le fait qu'elles puissent avoir des difficultés. Simplement, en termes de lisibilité, il a été identifié qu'effectivement, par rapport à des dispositifs existants, à la fois vers la ruralité, à la fois déjà quand même vers les métropoles, on peut dire, si je me fais référence à l'étude qui vous a été présentée tout à l'heure, par exemple Gardanne, il y a un dispositif qui s'appelle le contrat de transition énergétique qui est en train d'être mené pour justement traiter spécifiquement du devenir industriel de ce secteur. Pas plus tard qu'hier, nous étions sur un atelier suite à un appel à manifestation d'intérêt sur la désimperméabilisation, et ça concerne la métropole à travers, par exemple, Aubagne, mais il y a deux autres secteurs également qui sont traités. Donc, c'est pour dire que sur les métropoles, il y a déjà un certain nombre d'outils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manques, mais en tout cas, je pense que c'est une démarche complémentaire de ce qui existe. Et là, le souhait du gouvernement, c'était vraiment d'identifier, ça a été dit tout à l'heure, pour finalement des territoires qui représentent, grosso modo, ce n'est pas le chiffre exact, mais 25% de la population et des emplois. Il y a eu le constat d'un grand trou dans la raquette et qu'il n'y avait pas finalement de dispositif assez robuste. Il y avait certes quelques actions, on peut parler du FISAC qui permettait de faire un peu de saupoudrage, mais qui n'étaient pas du tout à l'échelle des problématiques qui ont été mises en évidence. Et je peux effectivement que vous féliciter collectivement que, en PACAR, on avait pris un petit peu les devants, puisque depuis plusieurs années, ce constat avait été fait. Je pense que c'était aussi un peu dans les prémices des réflexions aussi liées au SRADES, c'est-à-dire que finalement, il y avait tous ces territoires sur lesquels les dispositifs que l'on était capable de déployer se révélaient finalement assez inadaptés. Et nous, on avait le même constat sur la partie logement, notamment. Alors, si on revient aux objectifs de cette action Cœur de Ville, donc, qui a été lancée par le ministre Mézard le 15 décembre 2017 à Rodez, il y a cette ambition de donner une nouvelle place aux villes moyennes. Bon, c'est un peu du slogan, mais ça traduit quand même que ces fonctions de centralité qui ont été décrites tout à l'heure, aujourd'hui, elles ont du mal à les assumer, qu'il faut voir comment on peut les renforcer. La fragilité des centres-bourgs, comment déployer une palette d'outils. On sait bien qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Chaque centre est unique. On le voit aussi à travers la restitution qui a été faite rapidement de l'agence, à travers ce radar. On voit que selon les centres-villes, l'action elle est à mener sur tel ou tel chapitre et il faut être assez souple là-dessus. Et au-delà de ces objectifs, donc, ce qui a été voulu, c'est que ce soit vraiment le bloc communal qui soit à la manœuvre. Évidemment, le maire en première ligne, mais également avec l'établissement public de coopération intercommunale derrière, parce que c'est bien cette logique de territoire qui doit prévaloir. Dans la suite, une fois qu'on a effectivement ces 12 communes qui ont été identifiées, on va dire, au niveau régional, avec Avignon qui s'est rajouté parce que le niveau national a estimé que les caractéristiques d'Avignon nécessitait de l'intégrer, même si au départ on n'était pas complètement dans les critères, ce qui faisait qu'il y avait une forme d'autocensure au niveau régional. Il va être important dans l'étape suivante de définir le périmètre sur lequel on va déployer un certain nombre de nouveaux outils à travers un contrat global qui, pour ceux qui ont pratiqué, ressemblera, enfin dans l'esprit en tout cas, à ce qu'on appelait les ORCAD, c'est-à-dire les interventions sur les quartiers en difficulté. Donc l'idée de construire des partenariats, de pouvoir travailler, on va dire, sur tous les leviers possibles, le commerce, le logement notamment. Alors d'abord entre on va dire l'État et ses opérateurs, donc la sphère État, mais également bien sûr, ça reste, ça appartiendra à la collectivité régionale de se déterminer, mais on va dire tous les partenariats seront bons à prendre et les effets leviers n'en seront que meilleurs.
Les enjeux financiers sont assez conséquents puisque le plan est de 5 milliards sur 5 ans, avec 1,5 milliard donc, en provenance de l'ANA, avec différentes façons d'injecter cet argent, très en amont par la prise en charge à 50% de la direction de projet. 50 millions sont également destinés au cofinancement d'études de la subvention, parce que le sujet de la vacance des logements, ça, une des façons de la combattre, c'est de déployer dans ces quartiers, à travers des OPA, le programme Habiter mieux copro, d'inciter à l'intermédiation locative pour, je dirais, aussi rassurer les propriétaires, puisque on sait que dans ces centres-villes, la reconquête passe sans doute par l'accueil de populations également fragiles. Donc, tous ces dispositifs-là peuvent être mis en musique. Action Logement est également un partenaire essentiel à hauteur d'1,5 milliard par des subventions et des prêts. S'agissant du milliard de la Caisse des dépôts, enfin 1,7 milliard, 1 milliard en fonds propres, et je laisserai bien sûr Richard Curnier préciser les modalités. On a également ce qui s'appelait avant le FSIL et qui vient aujourd'hui le DSIL, c'est-à-dire la dotation de soutien à l'investissement local. Là, c'est à la main du préfet de région sur proposition des préfets de département. Elle sera également ciblée. Au niveau du CRHH, nous avons également acté le principe que les primes acquisition-amélioration seront bonifiées dans ces territoires. Elles seront doublées dans ces territoires, voire triplées si on est sur des opérations de moins de 15 logements. Donc c'est aussi des signaux, je dirais, que l'on veut donner à travers les aides à la pierre pour indiquer que ces territoires sont importants et qu'on veut essayer de donner vraiment une impulsion. Par rapport au dispositif initial, les derniers arbitrages gouvernementaux ont abandonné l'idée des 3 cohortes 2018, 2019, 2020. On va dire tout le monde part en même temps, simplement pour les communes qui n'étaient pas prêtes. Il y aura un dispositif d'accompagnement, de montée en puissance, de façon à ce qu'elles puissent, je dirais, bénéficier de ce dispositif. Et puis, enfin, effectivement, on est dans l'actualité, puisque, vous le savez tous, le projet de loi Élan passe au Conseil des ministres ce matin. Des échos que j'ai, il n'y a pas eu de grands changements entre l'avant-projet qui a été présenté au Conseil d'État et celui qui sera présenté en Conseil des ministres. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette loi, il y a un article spécifiquement dédié à ces contrats qui permet de décrire un peu leur contenu et un peu les modalités de contractualisation. Voilà ce que je pouvais, on va dire, vous dire en complémentarité de tout ce qui a été dit ce matin déjà. Merci pour cette synthèse très utile. Alors maintenant, Richard Curnier, l'un des instruments de cette politique du gouvernement, 1,7 milliard au total sur la France. Combien sur la région PACA tout de suite? Bon, on n'a pas d'enveloppe. On sait, même si on sait qu'on représente un poids de 10%, mais on ne raisonne pas comme ça à la Caisse des dépôts. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on est très fiers à la Caisse des dépôts parce qu'on avait lancé en 2016, je vous disais tout à l'heure, l'opération Centre-Ville de demain. Et c'est un appel à manifestation d'intérêt que nous avions lancé fin 2016. Et nous avions eu 90 sollicitations de collectivités territoriales qui avaient manifesté leur intérêt pour ce dispositif. Et on a contractualisé en PACA avec Miramas, Draguignan, Castellane, avec une collectivité qui fait partie de l'opération Cœur de Ville maintenant, les 2 autres qui n'en font pas partie. Et on a lancé des études, on a cofinancé quand même ces études avec cette collectivité. Et aujourd'hui, on n'a pas encore le rendu de ces études, mais en tout cas, ça avance bien. Et puis, donc cette opération Cœur de Ville, qui s'est inspirée finalement de notre appel à manifestation d'intérêt, qui est beaucoup plus globale, puisqu'il y a du logement, on traite de la partie de la mobilité, on traite du numérique, on traite du développement économique avec le commerce, on traite un certain nombre de choses qui n'étaient pas uniquement traitées dans notre appel à projet. Et on va mettre sur ce sujet 1,7 milliard, donc ça fait 5 milliards sur 5 ans, Éric Louis-Choix l'a rappelé. Et nous, 1,7 milliard, ça va être composé à 700 millions de prêts bonifiés aux collectivités territoriales pour l'aménagement, la création de parking, etc., la voirie.
Et puis le milliard, c'est 50 millions d'euros pour les études, pour permettre aux collectivités de lancer ces études. On a parlé tout à l'heure également de maîtrise d'ouvrage aussi dans ces opérations. 50 millions d'euros sur le numérique, puisqu'on considère que le numérique c'est transversal. Donc il faut que vraiment le numérique fasse partie justement de cette opération. 200 millions d'euros pour les commerces impayés du meuble, pour constituer en garantie et pour aider à porter avec des partenaires privés ces cellules commerciales qui sont vacantes. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez bien Brignoles Draguignan. On pourrait remplacer le bac, Madame la Présidente. À Brignoles, c'est une boutique sur 5 qui est ouverte. Donc après, il faut voir ce que l'on va mettre à l'intérieur. C'est vraiment le sujet. Et puis 700 millions d'euros d'investissement pour l'éclairage intelligent, pour la santé, pour la transition écologique et énergétique, pour remettre un petit peu de l'activité justement au cœur de ces villes. Donc c'est un sujet quand même qui est très important, il y a beaucoup d'argent, donc il faut qu'aujourd'hui les collectivités locales de ces villes moyennes sortent des projets. Il y a certaines collectivités qui ont des SEP, les sociétés d'économie, qui pourront faire l'objet de recapitalisation pour leur donner un peu plus de moyens d'agir sur ces collectivités. Et puis il y a effectivement la loi Elan qui prévoit l'opération de revitalisation territoriale, petit ORT, pour travailler sur ces sujets d'une façon très opérationnelle. Donc 2018, ça va nous occuper parce qu'on va signer ces conventions avec ces 13 collectivités. Donc, et puis commencer à lancer les premières études à côté de l'ANA et d'Action Logement. Est-ce que ça a un impact sur les financements sur le territoire métropolitain des autres projets, puisqu'on en parle beaucoup? Pour vous, vous continuez à travailler avec les villes moyennes des métropoles? On va privilégier notre action, nos moyens financiers sur ces villes moyennes, mais on s'est déjà engagé à travailler avec certaines collectivités. Je pense notamment à la Ciotat, où nous avons déjà un travail en cours. On ne va pas laisser tomber, bien évidemment, on va même accompagner quelques d'autres collectivités. Alors, on aura des ressources quand même plus limitées maintenant, puisqu'on va privilégier ces cœurs de ville, mais on va continuer bien évidemment à accompagner les villes de la métropole. Merci. Claude Bertolino, directrice de l'établissement public foncier de la région PACA. Alors comment vous intervenez dans ce processus? Quelle est votre politique? Comment vous fléchez vos investissements, vos actions sur cette problématique des centres-villes, des villes moyennes? Bonjour à tous et toutes. Désolée, j'avais prévu un diaporama, donc il sera mis en ligne, mais vous me verrez peut-être tourner quelques pages parce que c'était un petit peu une autre présentation. En préalable, moi, ce qui me paraît important, c'est de rappeler 2-3 petites choses. C'est que la cohérence de l'action publique est essentielle pour réussir les centres-villes, que ce soit des villes moyennes ou que ce soit des grandes villes. Et cette cohérence, on sait tous assez facilement sur le commerce, mais plus largement sur tout ce qui peut être fait pour le centre et qui rayonne par rapport à l'ensemble de la globalité du territoire. Et ça, c'est, je pense, excessivement important, et l'histoire a montré, et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que justement parfois il y a eu un peu de perte de cohérence, et que cette perte de cohérence, elle se paye très très cher. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite, ça a été dit par mon voisin de droite, il faudra des opérateurs in fine, c'est-à-dire des investisseurs sur les commerces, des bailleurs sociaux éventuellement, des SEM pour l'espace public, des équipements publics. On compte beaucoup sur les EPF. Les EPF, effectivement, c'est un opérateur foncier. Le foncier dans les centres anciens, c'est important, mais c'est pas que du foncier qui est derrière. Et je vais vous donner quelques chiffres parce qu'on intervient déjà beaucoup sur ces sujets-là. Et je crois qu'on est un des rares sur les EPF d'État à avoir cette expérience et ce retour d'expérience. Je pense notamment sur les sites de Toulon et Grasse. On fête, pour la petite histoire, nos 15 ans la semaine prochaine à Toulon. Pourquoi? Parce que justement, il y a une très grosse opération sur le centre ancien, mais aussi dans le centre ancien, une opération de nouveaux quartiers, de la créativité, de la connaissance. Donc on voit bien que tout ça est en cohérence. Et juste pour la petite histoire, les logements étudiants, ils sont dans le centre ancien, et l'école de commerce elle est dans le nouveau quartier. Donc du coup, il y a une vraie cohérence territoriale, et je pense que c'est important de le redire.
Sur l'EPF et les centres anciens, comme vous l'avez compris, ce n'est pas totalement notre cœur de métier, parce que notre cœur de métier, c'est plutôt d'intervenir sur des opérations d'ensemble, avec du foncier bâti, non bâti, et pas forcément en hypercentre. Pour autant, nous intervenons, donc j'ai regardé très rapidement ce que j'avais mis sur les cartes, nous intervenons sur 35 communes sur l'ensemble de la région au niveau des centres anciens, et exactement 50 sites. Alors je peux vous dire 5 sites dans le 04, 2 dans le 05, 6 dans le 06, 18 dans le 13, 11 dans le 83 et 8 dans le 84. Derrière, c'est pour bien montrer qu'on a ce retour d'expérience, et dans ce retour d'expérience, c'est très long. Donc cette temporalité, les 5 ans, le plan national, je ne commenterai pas. Il faut donc partir très vite, voire être déjà parti, pour pouvoir, d'une certaine façon, avoir un retour assez immédiat sur investissement dans le cadre des démarches engagées. Ensuite, évoquer comment, d'ores et déjà, on fait des choses avec notamment les communes qui ont été lauréates de l'appel à projet. Je pense notamment avec 3 communes, Draguignan, Grasse et Tarascon. Et effectivement, Grasse, on a commencé en 2003. On a commencé en 2003, Grasse a été présenté tout à l'heure par Jean Picon. C'est un centre-ville très très dense, dans le moyen pays des Alpes-Maritimes, avec des bâtis d'une très grande densité. Et on voit bien que l'intervention sur ces centres anciens, elle passe aussi par la création d'espaces d'aération urbaine, avec des places en lieu et place d'îlots, et que ce travail-là, il est forcément complexe, long, et pas que financier, même si le financement est essentiel, et avec un portage politique dans la durée, qui est aussi très important. Enfin, le maire de Grasse est vraiment très présent sur le sujet. Au niveau de la métropole, je regardais Thomas Morinière depuis tout à l'heure pour lui demander si je pouvais en parler. Avec la DDTM des Bouches-du-Rhône, on s'est demandé dans quelle mesure on pouvait éventuellement, vu que l'appel à projet sur les 222 quartiers ne permettrait pas de satisfaire les cœurs de ville de la métropole, de réfléchir à une étude peut-être métropole, État, EPF, sur lequel on peut avancer une étude d'action pour permettre de bien identifier les problématiques, de bien les identifier à l'échelle aussi de l'intercommunalité avec cet ancrage territorial, et de se donner les moyens peut-être de regarder ce qu'on peut faire. D'ores et déjà, on travaille sur la Ciotat, on travaille sur Aubagne, on travaille sur Marignane au niveau des centres anciens, même si c'est directement ou indirectement, je regarde le maire d'Aubagne sur le sujet. Donc voilà rapidement ce que je pouvais dire à ce stade sur cette problématique importante, complexe et transversale. Juste pour ceux qui connaissent mal votre activité, intervenir à Aubagne, par exemple, ça consiste en quoi concrètement pour le PF? C'est acheter des îlots, c'est ça? Les revendre ou... C'est accompagner la collectivité dans son projet. Donc le maire d'Aubagne est là pour en parler, il serait plus à même d'en parler, je pense notamment au quartier de la Gare. Donc le quartier de la Gare d'Aubagne est un hub métropolitain au niveau des transports. C'est aussi totalement connecté au centre ancien. Parfois les gares ne sont pas connectées au centre ancien. Sur le cas d'Aubagne, c'est vraiment le cas. Et c'est réfléchir à la mutation du tissu urbain constitué autour de la gare pour essayer d'avoir un projet qui satisfasse la collectivité et redonne à ce quartier de gare et à cette centralité en lien avec le reste du centre ancien, je crois, un certain nombre d'interactions, on va dire. Voilà. Merci. On recevra le maire d'Aubagne effectivement pour en parler. Est-ce qu'il y a une ou deux questions à la suite de cette table ronde pour les invités de ce plateau? Rapidement, une réaction, un témoignage? Non, a priori. Donc on va enchaîner tout de suite. Je vous demande de regagner vos places. Merci beaucoup pour votre présence. Et on va passer à la deuxième table ronde qui concerne cette fois les centres des villes moyennes dans la métropole. J'appelle donc Gérard Gazet, le maire d'Aubagne et aussi vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, chargé des entreprises et des parcs d'activités. J'appelle Louis Gachon, le maire de Vitrolles. J'appelle ensuite Laure Agnès Karadec, qui est vice-présidente du conseil de territoire Marseille-Provence, chargée de l'urbanisme.
Et enfin Solange Biaggi, qui représente le département et qui est présidente de la commission aménagement au département des Bouches-du-Rhône. Donc elle est aussi adjointe au commerce de la ville de Marseille, mais elle est vraiment ici pour parler des villes moyennes du département et de la politique du conseil départemental. Je donnerai la parole peut-être d'abord à Gérard Gazet, peut-être maire d'Aubagne, vice-président de la métropole, chargé des entreprises, des zones d'activité. Une réaction peut-être sur le diagnostic d'abord que vous avez aperçu tout à l'heure. D'abord, je salue toute la salle. Oui, le diagnostic, il a été fait, parfaitement fait. Je regrette également que les villes moyennes des métropoles ne soient pas intégrées dans le plan national. Bien évidemment, 5 milliards d'euros, donc au total, c'est pas anodin. Et quand on connaît les difficultés à la fois de la métropole, des villes moyennes de la métropole, on peut regretter effectivement de ne pas être inscrit dans ce schéma-là. Alors comment, concrètement, au-delà de ces financements, vous agissez, vous, face à la problématique du centre-ville, de la ville d'Aubagne? Quels sont vos choix? Quelle est votre stratégie? Je crois qu'il y a deux questions qu'il faut se poser quand on est maire. En tout cas, ça a été mon cas, puisque donc, je suis maire depuis 2014. La première question, c'est qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que voulons-nous faire sur notre ville? Quelle est notre identité? Je crois que l'identité de la ville d'Aubagne n'est pas celle de Vitrolles, je laisserai Louis parler, ou celle de Marseille. Il y a une identité, donc il faut réfléchir à cette identité, c'est ce que nous avons fait. Puis la deuxième question qu'il faut se poser véritablement, c'est il y a des leviers qui sont sur le court terme, il y a des leviers qui sont sur le moyen terme, il y a des leviers qui sont sur le long terme. Comment est-ce qu'on met en œuvre l'ensemble de ces leviers? Grosso modo, c'est les deux démarches qu'il faut avoir pour essayer de transformer son centre-ville. Sur le premier levier, qui sommes-nous? Donc Aubagne a une identité, vous le savez, donc c'est tout ce qui touche donc l'argile, c'est tout ce qui touche donc bien sûr la nature, au Pagnol, c'est tout ce qui touche également donc la Légion étrangère, qui est donc une identité forte au niveau de notre territoire. Et bien ce qu'il faut, c'est mettre en œuvre ces leviers-là pour rester donc une ville qui a du sens. Et ces leviers-là, on les met en place, bien évidemment, sur les centres-villes. C'est ça qui est important de faire, de dire, c'est sur les centres-villes. Aubagne est situé, vous le savez, à côté de deux grandes zones, une qui est sur notre commune, qui est la zone, je dirais, des Palus, donc sur laquelle on retrouve des grandes surfaces, et puis de l'autre côté, côté ouest, on trouve donc tout ce qui touche donc la Valentine. Donc l'important pour notre centre-ville à nous, c'était de dire comment peut-on exister entre ces deux pôles commerciaux très importants et comment le centre-ville peut-il être redynamisé à travers ces deux centres-villes. Donc c'est les questions que nous nous sommes posées et bien sûr qu'il faut avoir en tête, et je salue la présidente donc, de la Chambre des métiers qui est ici et qui nous a aidés à faire cette démarche-là, les réflexions qu'il faut avoir quand on est donc maire d'une ville ou d'équipe municipale d'une ville moyenne, c'est comment peut-on faire pour redynamiser notre centre-ville et redynamiser les commerces. Après, la deuxième question, c'est comment peut-on faire pour redynamiser le logement sur ce centre ancien, qui est un centre pour Aubagne qui date donc, qui est médiéval, sur lequel donc ce centre était paupérisé, c'est-à-dire quelque part il y a des marchands de sommeil qui se sont installés, qui ont récupéré ce qui était dans le temps, il y a peut-être une cinquantaine d'années ou une trentaine d'années, des espaces, donc des logements de type bourgeois dans lesquels on trouvait des familles et qui ont été pris par des marchands de sommeil qui finalement ont racheté, pour simplifier, des T4, qui l'ont coupé en 3 pour faire 3 T1 et y mettre une forme de paupérisation. Un exemple type, je le dis parce qu'il est très significatif. Il y avait dans le centre ancien d'Aubagne une boulangerie. Une boulangerie, tout le monde le sait, elle fonctionne quand vous avez des enfants, parce que ce sont les enfants qui ont besoin de pain tous les jours. Et bien cette boulangerie, elle a fermé. C'est symptomatique du fait d'avoir un centre-ville qui est paupérisé, avec donc une population qui n'est plus une population de famille, et donc qui permet de revitaliser le centre-ville. Ça donne le troisième élément, donc le logement d'un côté, donc les commerces de l'autre, et le troisième élément, c'est bien évidemment l'espace public. Donc voilà l'action que l'on doit mener à travers, donc, dans le temps, ces trois actions sur lesquelles on doit travailler. Et donc la reconquête est engagée à Aubagne aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des premiers résultats de cette politique? Oui, alors moi je voudrais souligner l'ensemble des partenaires qui sont dans la salle, avec qui on bosse bien sûr depuis maintenant 4 ans et qui sont indispensables. Je saluais tout à l'heure la présidente de la Chambre des métiers, avec qui on va inaugurer vendredi d'ailleurs la journée européenne des métiers d'art sur la ville d'Aubagne. Je pourrais citer Commerce, je pourrais citer bien sûr le PFR qui nous aide donc effectivement dans l'acquisition foncière d'un certain nombre donc, de lieux sur Aubagne, parce qu'on vient de le dire, il y a le moyen terme qu'il faut travailler et les finances de la ville ne le permettent pas, et le PFR nous accompagne dans la réflexion bien sûr foncière et de l'aménagement de ce territoire. Il y a eu la SOLEA bien sûr, je salue son président qui est ici, la gamme aussi qui nous a aidé dans les études.
toutes ces entités institutionnelles, peu ou prou, sont là pour nous aider. Je salue bien sûr le directeur donc, de la Caisse des dépôts, avec qui on s'est entretenu il y a quelques jours de ça, sur lequel on a aussi besoin de tous ces institutionnels pour nous aider et avancer sur leur qualification. Votre question, j'y reviens. Je faisais mon marketing, là. Je suis obligé de faire un minima, vous voyez. Là, votre question, j'y reviens dessus. Oui, on a commencé à avancer. On a avancé sur les éléments du court terme. Le court terme, c'est quoi? C'est le commerce. On a la capacité, bien sûr, de racheter, parce qu'on a un peu de moyens néanmoins, des commerces. Donc c'est ce qu'on a fait pour éviter que les commerces partent dans n'importe quelle direction. Ensuite, donc, on a commencé à travailler en faisant du marketing sur la ville de Bagne. Encore une fois, resituer notre identité et refaire en sorte que cette identité soit reconnue pour qu'elle puisse attirer donc, de nouveaux commerces. Sur le plan des logements, on a commencé aussi à travailler, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a racheté quelques appartements aujourd'hui et que l'on décloisonne pour en faire des appartements qui seront donnés, livrés, vendus à du privé, mais à des fins qui seront des fins donc pour retrouver des familles dans le centre ancien. Et puis on a travaillé sur un troisième élément qui est l'espace public, où là il y a deux caractéristiques, me semble-t-il, qui sont importantes à soulever. La première, c'est pour accéder à un centre-ville, même s'il est apaisé, il faut du stationnement. Donc on a mis en place par exemple 90 places, ce qu'on appelle les zones bleues, qui permettent donc une rapidité de positionnement, de stationnement sur le centre ancien, vraiment sur le centre qui est lié donc à l'aspect commercial de la ville. Et puis on est en train donc bien sûr de retravailler sur les espaces urbains, donc avec bien sûr la Soleam, parce que quelque part en termes de visuel, il faut travailler aussi sur l'urbain. Parce que si on n'apporte pas de la qualité dans l'urbain, c'est difficile ensuite d'engager à la fois de nouveaux commerces et de nouveaux logements. Voilà ce que l'on est en train de faire sur la ville de Bagne. Et encore une fois, Claude le disait il y a quelques secondes, c'est un travail sur le très très long terme et il faut vraiment qu'il y ait une vision et un accompagnement sur le très long terme pour nos communes. Merci pour ces explications. Je donne la parole à Loïc Gachon, maintenant autre maire de ville moyenne de la métropole. Quelle est votre stratégie? Vous avez des spécificités par rapport à d'autres communes, bien sûr. Quelle est la stratégie mise en place par la ville de Vitrolles? Alors, bonjour à tous. Ça a été dit tout à l'heure en mettant dans le diagnostic Istres, Miramas et Vitrolles dans le même paquet, qui ont un parcours de ville nouvelle. Alors, ce n'est pas pour faire du vitrolocentrisme, mais parmi ces trois-là, Vitrolles est encore plus singulière, puisque c'est celle qui a le moins d'histoire. En tout cas, où la ville est la plus petite, la ville de base est la plus petite. Vitrolles, avant la ville nouvelle, c'est, vous l'avez dit, 5000 habitants, c'est un tout petit village accroché à son rocher. Miramas est déjà constitué autour de sa gare, et Istres est déjà une agglomération avec un centre médiéval assez significatif. Vitrolles, c'est un petit village provençal de 5000 âmes. Et en l'espace de 20 ans, on réinvente tout. Et on réinvente tout en tournant le dos au village provençal, on pose un centre administratif au milieu de ce qu'étaient des oliviers, des champs à l'époque, et on pose une centralité commerciale à vocation métropolitaine encore 3 km plus bas. Dès le départ, les fonctions de centralité de Vitrolles, elles sont réparties sur un linéaire qui fait presque 5 km entre la fonction patrimoniale autour du village, la fonction administrative autour de la mairie, de la gare routière, un peu plus bas, et la fonction commerciale qui est dès le départ assumée par une grande surface. Ce qui n'est pas le cas de l'histoire de je dirais, quasiment toutes les autres centralités de villes moyennes, de la métropole en tout cas, qui ont connu où le centre commercial est venu faire de la concurrence, est venu vider le centre-ville. À Vitrolles, c'est pas franchement le cas. Alors on l'entend, je vais mesurer mes propos, mais le centre commercial, il est consubstantiel de l'existence de la ville. Donc notre problématique de centre-ville, on pourrait dire qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais là? Et pourtant, c'est fondamental. Parce que la question de la centralité du centre-ville renvoie, et ça a été très bien dit par Gérard Gazet, à la question de l'identité. Quelle est mon identité et le point de référence, ce qui accroche la population du territoire pour dire « j'en suis » et c'est un lieu qui me représente où on va avoir un certain nombre de fonctions, de partage, un lieu où on se retrouve et qui donne à voir ce qu'est la communauté de la ville tout entière. Dans notre métropole,
je pense qu'il y a une erreur de diagnostic de l'État sur la situation de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je le dis, c'est pas nouveau, je vais le répéter, il y a une erreur de diagnostic de l'État sur la situation de la métropole Aix-Marseille-Provence. Toutes les autres métropoles de France, il y a un énorme centre-ville qui est un aspirateur à identité, un aspirateur à culture, et on converge vers cette grande centralité. C'est le cas à Lyon, indiscutablement, ou je ne parle même pas de Paris, à Lyon ou à Toulouse, c'est évident. Chez nous, on a un système réticulaire. Marseille pèse lourd, et évidemment le référentiel où nous sommes, avec la Canebière, le Vieux-Port, est un référentiel commun. Mais il ne domine pas de manière aussi puissante que ne domine le centre-ville de Lyon sur son agglomération, sur sa métropole. Et on a des villes autour qui sont porteuses d'identité de manière beaucoup plus forte que les villes moyennes des autres métropoles. Alors Aix-en-Provence, c'est évident, j'évacue le sujet, mais non, mais je veux dire, ça parle à tout le monde. D'ailleurs, ça s'appelle Aix-Marseille-Provence, pas pour rien. Mais si on va un peu plus loin, les référentiels identitaires que constituent Aubagne, Salon, Martigues, je vais parler que de ces trois-là, mais Vitrolles beaucoup moins, pour les raisons historiques que j'évoquais tout à l'heure. Mais ces trois-là sont des référentiels culturels très puissants. On y associe des valeurs, et quand on est martégal, on n'est pas tout à fait marseillais. On est martégal avant. La question donc du centre-ville de Martigues, puisqu'on n'est pas autour de la table, elle est aussi importante et elle relève exactement des mêmes stratégies que la question du centre-ville de Manosque. On est dans les mêmes problématiques et les mêmes solutions à apporter. Donc ça, c'était sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour la situation de Vitrolles, pourquoi c'est important sur Vitrolles et qu'est-ce qu'on fait ? C'est important sur Vitrolles parce que la ville n'a pas de centre finalement. Et il faut la doter d'un centre parce qu'elle a besoin de ces référentiels communs. Et ça porte, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, de la même manière sur les trois optiques. Comment on habite le centre-ville et comment on fait de la densité, parce que le centre-ville c'est dense, comment on fait de la densité en centre-ville, mais de la densité qui corresponde au mode de vie contemporain, c'est-à-dire avec des espaces généreux, avec des extérieurs pour vivre, donc la densité de logement, mais du logement agréable. Comment on fait de l'offre de services culturels et administratifs de qualité et référents. Donc pour Vitrolles, ça s'est traduit par la construction d'une médiathèque, et je salue tous ceux qui y ont contribué, notamment la métropole, l'État et le conseil départemental, qui permettent de structurer à la fois dans un projet de rénovation urbaine, parce qu'on est à la fois dans une logique de grand ensemble, années 70, quartier des Pins, et dans une logique de centre-ville, et essayer d'arriver à traiter les deux en équipant la ville massivement. Après, la problématique où on se casse les dents, et où franchement la solution, je ne la vois pas à court terme, c'est la problématique commerciale. Parce qu'on a besoin d'avoir des pieds d'immeubles qui soient vivants, on a besoin d'avoir des commerces qui habitent ces pieds d'immeubles, et ces commerces-là, à part des commerces qui sont, je dirais, d'usage quotidien, on arrive à tenir une pharmacie, on arrive à tenir une boulangerie, pour peu qu'elles soient. Mais on y arrive uniquement quand elles ont le stationnement devant et quand elles sont sur un axe de passage. Dès qu'on tourne le dos à la grande rue passante, c'est terminé. Donc, arriver à tenir ces équipements de proximité, on a aujourd'hui une vraie difficulté. Alors, ça passe par parfois des stratégies où le public va pouvoir venir fort sur le soutien au commerce, mais c'est sur certaines qualités de commerce, sur certains types de commerce où il n'y a pas de concurrence. Voilà, on a réussi un très, très joli partenariat avec une librairie pour l'implanter en cœur de ville à Vitrolles, mais c'est parce que c'est une librairie. C'est parce que c'est une librairie, qu'il n'y a pas de concurrence et que la politique du livre est singulière. Et donc on accueille cette librairie avec un loyer qui est quasiment insignifiant pour la maintenir dans le centre-ville, en faire un pôle d'attractivité. Mais au-delà de ce type de commerce-là, c'est très compliqué. Très compliqué, et même si j'ai à Vitrolles un faible taux de vacances sur les commerces de centre-ville, ce faible taux de vacances cache quelque chose qui est problématique en termes d'ambiance, c'est des laboratoires pharmaceutiques, des laboratoires d'analyse médicale, c'est des professions libérales qui viennent masquer les façades
et qui font que ce centre-ville, finalement, il n'est pas un identifiant collectif, il ne révèle pas l'identité, il enferme, il insécurise, et donc ça c'est la problématique commerciale qui, à mon avis, avec la problématique du logement qui, à Vitrolles, n'est pas une difficulté majeure, mais la problématique commerciale, c'est pour moi, aujourd'hui, la problématique insurmontable. J'en termine. On voudrait, et il faut qu'on soit vigilant à ça, on voudrait revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, il faut l'assumer, ça a été celui des territoires, des collectivités, de sortir de la fonction commerciale et de la lier au routier. Et d'aller la poser sur des grandes zones dont Vitrolles a bénéficié, mais à Aubagne également. C'est l'époque plan de campagne. Où, voilà, très bien, c'est l'histoire d'un demi-siècle. On ne va pas revenir en arrière. Mais on voudrait réinventer la commercialité de centre-ville dans les villes moyennes. C'est terminé. On ne la jouera pas de la même manière, surtout à l'ère d'Internet. On ne refera pas les mêmes choses. Et non, on n'aura pas un magasin de prêt-à-porter qui viendra s'installer à Vitrolles-Centre, alors qu'il y en a 5, 6 qui sont dans la zone commerciale à 100 mètres, et que sur Internet, vous avez le panel de choix le plus large possible. Donc, quelle attractivité pour les centres-villes? Non pas comme le commerce comme moteur d'attractivité, mais le commerce comme un élément qui va bénéficier d'une attractivité, commerce de proximité, qui va bénéficier d'une attractivité qui est générée par autre chose. Qu'est-ce qui génère cette attractivité? C'est forcément des éléments qui sont liés à la culture, qui sont liés au patrimoine, qui sont liés à la visite, on va dire. On fait une balade dans le centre-ville et à cette occasion-là, on fait 2-3 achats, sachant que l'essentiel, on le fera ailleurs, soit dans les zones commerciales, soit sur Internet. Donc c'est vraiment ces moteurs d'attractivité qu'il faut réfléchir autour de la question, et d'ailleurs je pense que ça a très bien été compris par je ne sais pas si c'est encore dans la salle, mais par le maire de secteur ici. La question de l'attractivité de la Canebière et du Vieux-Port, c'est pas tellement les commerces qu'on va y trouver, c'est l'attractivité culturelle et les commerces en bénéficient. Mais c'est exactement le même problème qui se pose à l'échelle des villes moyennes du territoire, et à ce titre-là, je pense qu'elles doivent bénéficier pour le faire d'un accompagnement massif, parce que c'est une question de bien vivre ensemble et de ne pas vivre dans les périphéries. J'en termine, et je conclue là-dessus. Quand on vit dans les périphéries, pourquoi c'est important le centre-ville? Parce que quand on vit dans les périphéries, on vit au bord, on vit à la marge. Et ça ne crée que des rancœurs, que l'impression de ne compter pour rien, et ça provoque des déviances ou des détournements de comportement dont Vitrolles, d'un point de vue politique, a connu la triste histoire. Merci. Juste, vous n'évoquez pas la réduction des zones commerciales. Est-ce que ça ne serait pas une solution? Vous n'y croyez pas? Parce que par exemple, à Aubagne, c'était un choix qui a été fait à un moment donné, peut-être. Le problème, c'est que ces zones commerciales, c'est un modèle économique vivant. On ne peut pas le passer par perte et profit. Moi, sur Vitrolles, c'est des emplois, c'est de la taxe foncière de manière significative, c'est également de la taxe professionnelle, enfin ce qu'il en reste, pour la métropole. Donc, on ne peut pas le passer par perte et profit. On peut pas limiter, ou simplement limiter l'extension, oui, admettons. Limiter l'extension, requalifier quand on a des zones commerciales qui vieillissent mal pour en faire autre chose, très bien, pourquoi pas. Mais on a besoin de réinvestir et de permettre à ces structures de réinvestir dans leur modèle commercial, parce que c'est une question d'équilibre économique global. La transition ne peut pas passer de tout au tout et de dire on va laisser mourir et faire une immense friche commerciale à plan campagne, pour parler de la plus grosse de la métropole, faire une immense friche commerciale à plan de campagne parce qu'on n'y mettra plus un radis, on va tout mettre sur les centres-villes. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut envisager des choses emboîtées et essayer de trouver les éléments de partenariat ou de répartition des fonctions entre les deux. La zone commerciale reste le modèle encore dominant, il l'est encore peut-être pour quelques dizaines d'années, lié au mode de transport. On est dans une métropole du tout-voiture, on est dans une métropole du transport long, de plus de 20 km, et donc sur ce transport, ce mode de tout-voiture et du transport long, la zone commerciale est la réponse. C'est la réponse de la deuxième moitié du XXe siècle. Très bien, on est en train de passer à autre chose.
Les centres-villes ont une carte à jouer là-dedans. Mais c'est à nous d'inventer l'histoire qu'on raconte. Et l'histoire qu'on raconte, elle n'est pas tellement sur l'offre commerciale des centres-villes. Elle est pour moi sur bien prendre en compte l'offre commerciale d'Internet qui change complètement la donne et qui va perturber complètement le système. Merci. Gérard Gazet, vous vouliez réagir? Juste pour compléter ce que dit Loïc, il y a 3 façons d'acheter un produit. Je vais prendre un exemple très simple. Vous achetez un jean. Si vous savez que vous voulez un jean 501 Levi's avec la taille 43-33 parce que c'est la vôtre, vous allez sur Internet, vous commandez, 24 heures après, vous avez le jean. La deuxième façon d'acheter le jean Levi's, c'est que de toute façon, il faut bien passer par une grande surface ou une moyenne surface pour s'alimenter. Donc quand vous allez acheter vos biscottes, vos aliments, à un moment donné sur un rayon, il y a un jean, vous le prenez, vous en aviez besoin, vous le mettez dans le chariot et vous sortez avec. La troisième façon d'acheter un jean, c'est ce que disait Loïc, c'est de créer une histoire. C'est-à-dire que je vais dans le centre-ville d'Aubagne, je vais flâner, il y a un musée, je visite le musée, il y a des événements, il y a un événement, je participe à l'événement, et puis il y a une boutique qui vend des jeans, et bien je prends mon jean à ce moment-là. Et donc les centres-villes doivent se réinventer là-dessus, c'est-à-dire créer notre propre histoire pour qu'effectivement l'acte d'achat du fameux jean ne soit pas un acte d'achat simple, mais que ce soit un acte d'achat qui s'intègre dans une histoire. Et vous avez passé votre après-midi dans le centre-ville d'Aubagne, et effectivement vous avez acheté un jean. C'est cela qu'il faut qu'on mette en œuvre au niveau des centres-villes de nos villes moyennes. Merci. Alors, je vais passer la parole à Solange Biaggi, maintenant, qui représente le département. Donc, comment le conseil départemental des Bouches-du-Rhône intervient sur ces problématiques? Est-ce qu'il y a une vision là, sur ces thématiques précises des centres-villes, des villes moyennes du territoire, donc du département? C'est une question. Donc, oui, je vais quand même commencer par Marseille, peut-être, puisque je suis adjointe au maire de Marseille, et c'est pour ça que, ravie d'être vice-présidente au département en charge, c'est pour ça que j'avais pris comme, comme délégation l'aménagement du territoire, et ravie, bien sûr, de représenter notre présidente aujourd'hui ici. Tout d'abord, je voulais commencer par dire que je suis déçue que l'État, justement, aide les petites villes, mais n'aide pas les grandes villes comme Marseille et comme la métropole. Mais bon, c'est comme ça parce que c'est vrai que les autres villes ont besoin, que l'État a mis 5 milliards d'euros pour réhabiliter, enfin pour redynamiser les centres-villes. Mais Marseille en a besoin, comme toutes les villes du département. C'est vrai qu'il y a un phénomène donc des centres-villes, comme l'ont dit mes collègues Gérard Gazet et Loïc Fauchon, l'ont dit. Gachon, pourquoi j'appelle Fauchon? Voilà, il y en a un c'est pour ça. Voilà, Loïc Gachon. Et c'est vrai qu'il y a ces problématiques du centre-ville. Et avec le département, nous avons bien sûr pris en compte cette problématique. C'est pour ça que notre présidente s'est penchée sur Marseille en mettant cette action de 100 millions d'euros sur le centre-ville, que moi, avec l'aménagement du territoire, nous avons mis aussi en place si vous voulez, les moyens de contournement. Donc on a mis de l'argent dans les transports, mais aussi sur le cours Lyoto, sur le boulevard urbain sud, sur la ville, sur les moyens, sur la rue Paradis, tout cet espace public dont on a besoin, mais surtout c'est des moyens de contournement. Donc ça, le département en est vraiment conscient, et sur chaque ville, avec l'aide aux communes, donne de l'argent sur ces problématiques-là. Mais je voulais revenir sur les centres-villes même, et celui que je connais bien sûr le mieux, c'est celui de Marseille. Nous, depuis 2001, enfin moi je suis élue au commerce et au centre-ville depuis 2001 avec Gérard Chenoz, nous avons déjà anticipé cette notion d'identité du centre-ville. Comme l'ont dit mes deux autres collègues, c'était important. Avec bien sûr ça, les choses ont accéléré depuis que Sabine Bernasconi est maire du 1-7 et Yves Morel maire du 6-8, parce que nous avons pris en compte tout le centre-ville, avec tous les élus concernés. On a fait ce projet Ambition Centre-Ville, avec les 50 projets, mais bien sûr avec l'argent du département, de la métropole et aussi des aides de la région. Mais on a non seulement, travaillé sur le commerce, mais surtout sur cette identité. Mes deux collègues l'ont bien dit aussi. Ce n'est pas... Le commerce a complètement muté, a complètement changé
depuis le 21e siècle, depuis l'an 2000. C'est moi, quand je suis arrivée en 2001 à la ville de Marseille, j'avais dans le centre-ville un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros. Il est passé à peu près maintenant à 700-750 millions d'euros. Alors je ne vous dis pas les surfaces autour, mais entre-temps, de 2006 à 2014, j'ai 450 millions de e-commerce. Donc c'est ça qui fait que le commerce a complètement muté et que maintenant, comme on l'a dit, on achète différemment. Et c'est vrai que notre objectif, c'est de donner une identité. Alors pour Marseille, je le connais bien. Pour les autres villes du département, je les connais peut-être moins bien, leurs identités. Mais c'est vraiment le moyen pour que les centres-villes renaissent. Mais surtout, il faut travailler sur le logement et sur les bureaux. Parce que le centre-ville de Marseille, pourquoi aussi il s'est paupérisé depuis des années? Parce que d'abord, les étudiants sont allés, c'était une politique à l'époque, c'était une politique comme ça, on mettait les étudiants dans les campus, donc ils sont allés sur Lumini, ils sont allés aux extérieurs, enfin dans Marseille, mais intramuros, mais dans les périphéries. Et nous, notre politique depuis, avec Jean-Claude Gaudin, alors moi je suis arrivé en 2001, c'est de refaire venir d'abord les étudiants en centre-ville. Parce que ça c'est une animation et c'est surtout une vie dans les centres-villes. C'est de retravailler beaucoup sur le logement avec Arlette Fructus, avec bien sûr Laure-Agnès Karadec, présidente d'Alagab, mais surtout adjointe à l'urbanisme, avec Gérard Chenoz, à la SOGUAM, c'est retravailler sur ça, sur le logement et sur les bureaux. Et puis on a cette nouvelle vague, cette nouvelle mode d'espace coworking. Ça aussi c'est extraordinaire parce que ça fait revenir cette nouvelle population, cette population de jeunes qui veut être dans les centres-villes, qui veut travailler, enfin nous c'est notre leitmotiv sur Marseille, qui travaille dans les centres-villes, qui vit dans le centre-ville et qui ont tous les nouveaux, qui prennent tous les nouveaux transports, donc le vélo, les voitures électriques, le covoiturage, les transports en commun, et ça on le trouve en centre-ville de Marseille. Plus la troisième, j'allais dire, les personnes un peu plus âgées maintenant, qui recherchent à des appartements dans le centre-ville parce qu'ils veulent, ils ont laissé la maison à la campagne avec le chien, les enfants sont grands, ils ont envie de rester en centre-ville parce qu'ils veulent toutes les commodités, les hôpitaux, tout ce qu'ils ont besoin au quotidien. Et c'est sur ça qu'il faut beaucoup travailler. Parce que quand on travaille sur l'animation, je veux bien, la culture, le musée, tout ça, mais sur les gens qui vivent en centre-ville, c'est eux qui consomment et qui font la vie du centre-ville. On sait qu'en gros, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais qu'une personne qui vit ou qui travaille, qui vit en centre-ville, je pense qu'elle consomme à 50 ou 70% sur là où elle vit, et une personne qui travaille, c'est entre 30 et 50%. Donc, qu'elle consomme sur place. Donc, c'est là où nous, enfin moi personnellement sur la ville de Marseille, on travaille énormément. Donc, on a fait cette mission centre-ville avec tous les élus, la dizaine d'élus qui sont concernés, et ça depuis 2014, c'est très très important. Et enfin, donc en tant que vice-présidente du département, Martine Vassal, notre présidente, s'attache beaucoup à toutes les communes et à l'aide aux communes pour justement travailler avec toutes les communes pour savoir ce qu'elles veulent pour que leur ville s'améliore. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit Loïc Gachon, qui me paraît très important et où je le rejoins. C'est sur l'histoire que Marseille, enfin la métropole ex-Marseille-Provence, n'a pas encore, si vous voulez, Marseille n'est pas le centre total le plus important de la métropole. Et ça, je pense que c'est très très important parce que Lille, Paris, Bordeaux, si vous voulez, en attractivité, que ça soit commerciale ou culturelle ou animation, attire à peu près à 120%. Nous, on est toujours on doit être maintenant à 90%, entre 80 et 100%. Et ça, pour une métropole, c'est très important que la ville-centre soit vraiment la plus attractive et la plus représentative de la métropole. Et je pense que ça nous permettra aussi
de passer à une métropole du sud de la France et une métropole qui a toute sa part dans la France entière et puis je pense dans l'Europe entière. Et dans l'Europe entière, j'allais dire dans le monde entier. Merci beaucoup. Voilà. Justement, on va passer la parole à Laure Agnès Karadec, qui représente la métropole en tant que vice-présidente du Conseil de territoire Marseille-Provence, chargée de l'urbanisme. Alors comment la métropole intègre cette problématique des centres-villes? Merci. Je vais essayer de faire très rapide parce qu'il y a encore Thomas Gouvernet qui va intervenir au nom de la Chambre de commerce et Monique Cassard au nom de la Chambre des métiers, acteurs importants. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui les intervenants ont la même passion et la même envie de partager des enjeux communs. Et évidemment, c'est ce travail de transversalité qui doit ensuite être retranscrit dans les documents d'urbanisme, puisque c'est eux qui gèrent à la fois le quotidien, mais aussi la projection à 10 ans ou à 20 ans. Donc les problématiques de centre-ville sont inscrites, c'est-à-dire éviter que les pieds d'immeubles, notamment les commerces fermés, mutent soit en parking, soit en logement. Donc déjà des règles qui interdisent ça, qui favorisent aussi le socle végétal, parce qu'il faut aussi une qualité de vie dans ces centres anciens, qui favorisent la valorisation du patrimoine ancien, mais qui permettent aussi sa mutation et sa réhabilitation, donc être un peu plus souple, notamment sur les règles de stationnement, parce que quand on a du bâti et qu'on exige 3 places de parking, par exemple, sur quelque chose qui existe et qui n'en a pas, c'est compliqué. Donc dans la mesure où on a du transport en commun, du transport lourd, je parle essentiellement à l'échelle de Marseille, eh bien, on allège l'exigence en parking, c'est la cohérence urbanisme-transport. Mais comme aujourd'hui, le PLUI, donc intercommunal, se raisonne pour nous à l'échelle des 18 communes, les règles sont communes aux 18 cœurs de ville. Mais au-delà, puisque la dimension métropolitaine, qui, je rappelle, est la métropole la plus vaste de France, hein, donc c'est pas simple, la dimension métropolitaine est prise, puisque, in fine, c'est à l'échelle de la métropole que tous ces documents sont rédigés, avec une obligation de cohérence et d'intégration de ces objectifs communs partagés et portés à travers les institutionnels, les différents organismes, ensemble. Essayer de faire court parce que voilà. Je corrige un petit oubli, il y a aussi Robert Assens en charge du patrimoine et de l'environnement. Et juste rajouter qu'à l'échelle de la ville de Marseille, on a mené une procédure d'AVAP, d'aire de valorisation du patrimoine, à l'échelle de 480 hectares pour avoir un travail très très fin sur le patrimoine et sur la perception qu'on peut en avoir, pour faire en sorte qu'on ait une écocité historique. D'accord, merci. Non, mais le PLUI, simplement le calendrier, est-ce que Alors le PLUI, nous l'arrêtons en fin juin à l'échelle du Conseil de territoire et de la métropole pour une approbation et une application définitive fin 2019, sachant qu'à partir de l'arrêt, on peut opérer à des sursis à statuer quand on a une trop grande différence entre la règle actuelle et la règle future. Voilà.